Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le témoignage de Souad sur son SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Cette série de témoignages vise à sensibiliser et partager des expériences authentiques de patients ou d'anciens patients en complément des épisodes décrivant différentes maladies. Si vous êtes atteinte de SOPK, écouter les paroles d'une personne qui a traversé ces épreuves pourrait vous aider. J'espère que ce nouveau témoignage vous sera utile. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Souad, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes 41 et 42 qui traitent du SOPK. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Souad sur le podcast Minute Santé. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner sur ton SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Merci à toi de me donner la parole. Je t'en prie. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices? Oui, alors moi, c'est Serhad. Je vais avoir 37 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis infirmière libérale. Voilà. Alors, du coup, juste pour rappel, voilà, des fois, le diagnostic du SOPK, il peut être laborieux chez certaines femmes. Toi, justement, comment as-tu su que tu étais atteinte du SOPK? C'était il y a combien de temps? Et en gros, comment il s'est fait le diagnostic? Par quel professionnel de santé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça? En fait, du coup, quand je me suis mariée, j'ai eu des soucis d'infertilité. Et du coup, j'ai commencé les examens avec mon médecin traitant. Donc, il nous donne les examens à prise de sang et échographie. Donc, à l'échographie, c'était à une période donnée, je m'en rappelle plus, c'était pas entre J3 et J5. Enfin bref, une période vraiment particulière. Et du coup, quand on m'a fait l'échographie, ça se voyait que j'avais des ovaires polykystiques. Donc après, j'ai été suivie en centre PMA, mais en fait, c'était plus mon mari qui avait des soucis vraiment que le syndrome d'ovaires polykystiques, en fait. Ok, donc c'est dans le cadre d'une infertilité que ça t'a amené à avoir des examens complémentaires et c'est là que l'imagerie a révélé le SOPK. Et toi, quelle a été ta réaction du coup quand t'as su que tu avais le SOPK? Mais en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'arrivais pas à perdre du poids, pourquoi j'étais toujours fatiguée, pourquoi toutes les questions en fait liées aux symptômes que j'avais. D'accord. Oui, donc tu avais quand même des symptômes hormis l'infertilité. Justement, c'était la question d'après parce que pareil, chaque femme atteinte du SOPK n'a pas forcément tous les symptômes ou les mêmes symptômes. C'est vraiment très variable d'une personne à une autre, d'une femme à une autre. Donc toi, quels ont été tes principaux symptômes et quel impact ça a eu sur ta vie quotidienne, donc soit professionnelle, personnelle, sociale, etc. Très fatiguée, beaucoup de fringales, le yo-yo dans le poids. Après, l'irritabilité. Et au niveau après, c'est aussi mon caractère. C'est un caractère assez difficile, mais vraiment la fatigue et la prise de poids. J'arrivais pas à perdre du poids et je prenais facilement du poids en fait. D'accord. Donc fatigue, difficulté autour du poids, irritabilité, etc. Puis fringales aussi. Ouais. Ok. T'avais jamais eu de douleur? Non, ça va. Et moi, j'ai toujours eu mes règles. J'ai toujours eu mes règles. Bon, après, des fois, les cycles, ils étaient pas réguliers, mais j'ai jamais dépassé genre 2 mois. J'ai toujours eu on va dire, entre 28 et 35 jours. C'est ça que le gynécologue me disait, vous êtes pas vraiment... mais des fois, il y en a, ils ont une absence de règles. Moi, non, je les ai toujours eues. Oui, du coup, ça t'a pas forcément mis le puce à l'oreille tout de suite, quoi. C'est ça, voilà. Et je sais pas si t'en as parlé en entourage, comment ce diagnostic il a été accueilli par ton entourage, que ce soit ton époux ou d'autres entourages, si t'en as parlé, bien entendu. En fait, l'entourage, je l'ai pas trop impliqué dedans. Comme on était dans le centre PMA, en fait, c'est déjà assez compliqué au niveau personnel. En plus, en étant infirmière, quand on pose les diagnostics, surtout que mon mari, voilà, il avait une azoospermie sévère. Voilà, on se demandait comment on allait faire. Donc, de leur expliquer toutes les étapes et de leur expliquer les questions, les trucs techniques et tout, en fait, ça rendait encore plus difficile à supporter.
Donc, si tu veux, mon entourage aurait dit, voilà, on est dans un centre PMA, on fait tous les examens possibles. En plus, surtout nous, en tant que femmes, ils nous font vraiment énormément d'examens. Et Oui. du coup, voilà, je suis pas rentrée dans les détails au niveau de mon entourage. C'était pas un souci. Oui. Donc en fait, au final, tu partageais ça avec ton mari et c'est tout, quoi. C'est ça. C'était plus Ouais. lui, mon mari, qui était plus choqué, lui, par son diagnostic, finalement, par le mien. Parce que le mien, Oui. comme elle m'avait dit là-bas, la gynécologue en centre PMA, c'est parce que moi, j'avais encore mes règles. Donc, j'avais la possibilité d'avoir des ovulations et tout spontanées. Donc, Mhm. elle était plus inquiète par rapport à mon mari. Donc, finalement, mon SOPK, ça n'a pas posé de problème. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement à cause du SOPK en termes de symptômes ou autres? Et si oui, quelles sont ces difficultés et comment tu as réussi, si tu as réussi à les surmonter? Ah, c'est surtout cette fatigue chronique. Et du coup, on m'a conseillé plein de compléments alimentaires et tout. Et là, actuellement, ça fait un petit moment, là, j'ai commencé le Chrome. D'accord? Et avec les acides aminés aussi. Et franchement, les deux, ça m'a changé ma vie au quotidien. J'ai plus cette fatigue, Ouais. cette coup de barre et tout. Et j'ai moins de fringales. Du coup, j'arrive à faire mes repas sans problème et à ne plus avoir d'envie ou de sucreries à manger ou de... De Voilà, compulsions sucrées. voilà, c'est ça. Et tu les prends depuis combien de temps, tes compléments alimentaires? Là, ça fait 2 mois, hein, c'est récent. 2 mois? Mm. Moi, ça a déjà fait de l'effet, du coup. C'est bien. Ah ouais, non, franchement, j'ai senti dès le début, quoi. Et à part le chrome, enfin les compléments alimentaires que tu as pris, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour gérer au mieux tes symptômes? Et est-ce que tu as eu de bons résultats? Ben, on a essayé le magnésium, on a essayé plein de trucs et tout. Ça m'a aidé un petit peu, mais après, moi, franchement, j'ai pas géré trop les symptômes, en fait. Surtout lié D'accord. avec le travail, avec tout ce qu'il y avait autour. Je me suis mise un peu de côté. D'accord. Mais là, c'est vrai que, en fait, t'as pas mis trop de choses en place. Enfin, ici, quand même, le magnésium, Non. il y a eu une amélioration, mais pas nette. Mais quand même, quand tu parles du chrome et des autres compléments alimentaires, là, tu vois quand même une grande différence. Ah oui, 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 Ouais. oui, je vois une grande différence. Du coup, comme on en a parlé tout à l'heure, le SOPK, il a affecté ta fertilité, hein, comme de nombreuses femmes atteintes de SOPK. Tu nous as parlé du parcours PMA. Du coup, quelle option de traitement tu as envisagé ou essayé? Mais en fait, quand j'étais en centre PMA, du coup, ben, mes 2 enfants, je les ai eus par FIV avec ici, en fait, avec insémination. Et en fait, j'ai eu les injections à faire. Et franchement, la première, ben, ça a été nickel. Et à la deuxième, vu que j'avais pas perdu du poids, parce qu'ils sont toujours focalisés sur le poids, les gynécologues, Oui, elle m'a proposé de prendre de la metformine. Donc oui. moi, ben, je me suis dit, allons-y. Elle m'a vanté les mérites. Oui, vous inquiétez pas, ça va faire des beaux ovocytes et tout, et il y aura un nombre qui ça va pas dépasser et tout. Ça sera vraiment sur la qualité, pas la quantité et tout. Je suis OK parce que moi j'avais ce problème de quantité. Donc elle me dit, essayons. Genre, je crois que c'était 3 mois si je me dis pas de bêtises avant de faire mes injections. C'est-à-dire, on fait 3 mois de traitement de metformine et après, je commençais mon cycle avec les injections pour faire la FIV. Donc, je me suis vraiment exécutée à la lettre, hein, mais j'étais vraiment, parce que moi, des fois, j'ai du mal à suivre, mais là, je me suis dit, allez, on va le faire. Peut-être ça va avoir un bon résultat, ça va m'aider peut-être aussi pour la prise de poids et tout. Ah ben non, ça a été une catastrophe en fait. J'ai fait et tout. Et en fait, ça m'a donné énormément d'ovocytes. Mais quand je te dis énormément, mon ventre, c'est comme si j'étais enceinte de 8 mois, 9 mois, là, comme si j'allais accoucher. Mais des douleurs, parce qu'après, j'ai fait mon traitement et tout. Mais je pouvais plus m'asseoir. C'était une catastrophe. Donc, j'avais été faire la ponction avant la ponction d'ovocytes et tout. Et quand j'ai fait la ponction, mais même la gynécologue, elle m'a dit, vous avez en fait battu le record du centre hospitalier. Elle m'a dit, mais il y Ah en a oui. énormément. Et en fait, il y en avait énormément et ils étaient de très bonne qualité. C'était paradoxal, mais... Et du coup, mais après, ben, j'ai eu une complication. En fait, j'ai fait une hyperstimulation, en fait. Oui. Du coup, ben, le week-end intenable et tout, et j'ai dû retourner à l'hôpital. Je me suis fait hospitaliser et tout pendant une petite semaine, mais j'avais de l'eau en fait, l'eau de mes ovaires sont sortis à l'extérieur. Non, mais ça a été, je lui dis, non, plus jamais, vous me faites. Et du coup, je me suis mis pendant 6 mois en pause.
ils m'ont congelé tout ça et 6 mois en pause avant de refaire un traitement pour avoir la pause en fait de l'insémination de le féconder quoi. Mais du coup, la gynécologue elle me dit franchement, d'habitude ça fait pas comme ça. Je dis mais moi je sais pas, je suis peut-être un cas à part, mais C'est ce que je dis, j'allais en dire. plus, mais plus jamais ça. J'ai dit en plus je l'ai suivi à la lettre le médicament, mais vraiment j'ai pas raté une prise parce que je prenais 3 fois par jour, mais j'avais vraiment suivi à la lettre. Mais non, ça m'a fait tout l'effet inverse. Et du coup, enfin là, on le voit de ton témoignage que c'est éprouvant autant Ah physiquement oui. que Ah oui. psychologiquement. Ah oui, oui. Et justement, qu'est-ce qui t'aide le plus au quotidien, à mieux vivre tout ça en fait, cette maladie, que ce soit sur le plan physique que sur le plan psychologique. Mais en fait, si tu veux, quand j'ai eu mes 2 enfants, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, c'est bon, plus jamais la PMA, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 filles, c'est bon. On a cru qu'au début, on allait avoir 0 enfant. On en a 2, c'est très bien, ils sont en bonne santé. J'ai mis tout ça de côté, en fait. Et du coup, en fait, je vivais, on va dire, quasiment normalement, sans vraiment me soucier de ce syndrome-là, en fait. D'accord. Et actuellement, comment tu te sens? Enfin, maintenant, voilà que tout le parcours PMA, comme tu dis, il est derrière toi, etc. Est-ce qu'au final, le SOPK, il a encore des répercussions dans ta vie de tous les jours? Peut-être la fatigue, mais là, tu me dis qu'en ce moment, ça va mieux. Enfin, voilà, en gros, actuellement, maintenant que tout ça est derrière toi, comment tu te sens et comment tu vis ta maladie? En fait, c'est sur la régulation du poids, là. J'essaie de travailler sur ça. C'est pour ça qu'on m'a conseillé le chrome et tout, puis une activité physique, manger équilibré et tout. Donc là, j'essaie vraiment de m'axer sur ça pour avoir un confort. Et là, franchement, tu vois, c'est pas mal. J'arrive à gérer avec le chrome. Et moralement, tu te sens bien? Ah oui, franchement, là, oui. Alhamdoulilah. Du coup, enfin, il y a plein de femmes qui vont écouter ce podcast et qui sont atteintes aussi de SOPK. Elles n'ont pas forcément peut-être le même parcours que toi. Il y en a, elles sont en début de diagnostic. Il y en a, elles sont comme toi atteintes elles connaissent le diagnostic depuis longtemps. Voilà, c'est des tableaux différents. Il y en a, c'est l'infertilité en premier lieu. Il y en a, ça va être plus les problèmes de menstrues, de pilosité, etc. Qu'est-ce que toi, en tant que femme qui est atteinte de ce syndrome-là, tu conseillerais à ces femmes-là, qu'elles soient SOPK, enfin, depuis longtemps ou qui viennent de l'apprendre? Du coup, de se prendre en charge au niveau naturel avec des compléments parce que moi, forcément, j'avais utilisé metformine, mais c'était une catastrophe. Et être conseillé par des professionnels, ne pas suivre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les compléments qui vendent à des prix des fois exorbitants alors que c'est de l'arnaque. Vraiment, à se fier aux professionnels de santé, que ce soit naturaux ou gynécologues qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Après, essayer de se prendre en charge et ne pas se focaliser que sur le SOPK, en fait. Il faut vivre avec. Moi, en plus, j'ai un lupus depuis l'âge de 19 ans. Actuellement, j'ai 37 ans. Mais je vis avec, je le mets de côté et je suis ma vie comme si je n'étais pas atteinte, en fait. Et j'essaye de mettre en place des choses pour justement améliorer ma qualité de vie. Et voilà, parce que le SOPK, moi, ça fait 10 ans que j'ai été diagnostiquée, hein, c'était en 2013. Donc, ça fait 10 ans que je vis avec, que j'essaye, du coup, alhamdoulilah, j'ai eu mes enfants. Après, j'ai tout mis ça de côté parce que j'ai une vie professionnelle aussi qui est assez chargée en tant qu'infirmière libérale. Mais voilà, essayer de pas se dire, voilà, même si on est atteint d'une maladie, d'essayer d'améliorer son quotidien et pas être focalisé que sur cette maladie et les symptômes. Il faut essayer de se sortir des symptômes et pas se laisser plonger dans les symptômes. En Voilà, gros, pas se focaliser entre guillemets sur le négatif, c'est même ça. si des fois c'est Voilà. Oui, non, mais difficile, hein. ça peut être Mais très important. voilà, d'être proactif, de prendre sa santé en main et de faire en sorte qu'il n'y ait pas que C'est ça. ça soit pas le centre de sa vie, quoi. C'est ça. Du coup, tu m'as dit, je mets en place des choses pour changer ma qualité de vie. Est-ce que c'est les choses dont tu as déjà parlé ou est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour justement améliorer cette qualité de vie? Essayer de faire une activité sportive, essayer de, voilà, d'être en contact avec des gens de l'extérieur, essayer de, voilà, d'avoir vraiment un train de vie qui fait que on a des bonnes habitudes, et essayer de manger équilibré, essayer de faire, voilà, et vraiment si on a du mal, se faire accompagner par un professionnel de santé.
Tout ce qui est C'est hygiène de vie, important. en gros, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, l'hygiène de vie, ça fait la qualité de vie, en fait. C'est ça. Et justement, est-ce que toi, tu es en contact avec des associations de malades ou pas du tout? Enfin, parce qu'il y a deux profils de patientes, entre guillemets. Il y a celles qui aiment bien justement se retrouver avec des personnes qui sont atteintes du même syndrome, de la même pathologie. Et il y en a, c'est des fois c'est tout le contraire. Elles aiment pas, tu vois. Enfin, c'est un peu, elles se disent bon voilà, j'ai déjà ma maladie au quotidien, j'ai pas forcément envie d'en discuter avec d'autres personnes. Enfin, ça dépend des profils. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans ce genre d'association ou enfin de rentrer en contact avec ce genre d'association ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai jamais été en contact avec des associations de malades. Non. Ok. Et du coup, par rapport à la sensibilisation, parce qu'en plus, toi, t'es infirmière, qui concerne le SOPK, mais aussi la prise en charge, bon, il y a encore des progrès à faire. Et toi, bah, personnellement, quel changement ou amélioration t'aimerais voir à l'avenir en ce qui concerne justement cette sensibilisation et la prise en charge du SOPK? Mais en fait, le diagnostic, il est assez facile, on va dire, entre guillemets. C'est pas compliqué. Avec une simple échographie, une prise de sang, des hormones, on peut voir si la personne est atteinte du syndrome. Et après, la prise en charge, eh ben, c'est vraiment que le gynécologue ou le médecin traitant, parce que moi, à la base, c'était mon médecin traitant. Mais c'est vrai que mon médecin traitant, à la base, elle a un DU en gynécologie, donc elle faisait tout ce qui est un peu les trucs spécialisés dans ça. Donc, elle avait déjà une base et elle était de très bons conseils. Et vraiment, si ben, le médecin ne se sent pas capable que ce soit le médecin généraliste, d'accompagner cette personne-là, il la conseillerait ben, d'aller voir ben, diététicienne, naturo, ben, gynécologue aussi spécialisés dans l'infertilité et qui sont peut-être spécialisés dans certains cas d'infertilité parce que tous les gynécologues, certains ont des spécialités et ça permet d'avoir une meilleure prise en charge. Là, on vous êtes des fois un diagnostic et on te dit ben débrouille-toi avec quoi. On te dit, oh, bah, des fois, ces médecins traitants, ils vont donner des médicaments parce que l'infertilité, si ça vient bah, du syndrome ovaire polykystique là, et que l'homme n'a rien du tout, ben on va lui donner des cachets ou des injections et voilà, et on n'explique pas forcément et les gens ne savent pas trop aussi vers qui se tourner le centre PMA. Moi, après, j'avais les bases. Donc, quand j'ai vu que mon mari, voilà, parce que c'était mon médecin traitant qui nous avait donné les premiers examens et quand j'ai vu les résultats, directement, j'ai été au centre, quoi. J'ai pris un rendez-vous parce que des fois, ça met énormément de temps. Donc, après, quand on n'a pas les bases, on est forcément perdu et ça prend énormément de temps. Si on n'est pas accompagné, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, pour améliorer la prise en charge, ouais. Il faudrait que les professionnels, eh ben, ils essayent de guider les patientes vers les professionnels qui peuvent les accompagner. Du coup, en gros, pour résumer, premièrement, une meilleure éducation thérapeutique sur la pathologie en elle-même, une meilleure C'est ça. information, et puis un meilleur accompagnement peut-être en présentant mieux l'éventail de professionnels de santé chez qui aller. Et puis même, moi, j'avais envie d'extrapoler ce serait bien que certaines consultations soient remboursées. Enfin, mais ça, c'est le problème de tout ce qui va être un peu naturopathie, etc. C'est pas remboursé, ou même prise en charge psychologique pour les personnes qui en ont besoin. Dans le cadre du SOPK, ça serait bien que ça au moins une participation pour que ça soit moins difficile parce que tout payer de sa poche alors que c'est une pathologie qu'on n'a pas choisie au final, c'est être Bah, vraiment puni, quoi. dans les centres de PMA, ben, on voit le psychologue et tout. Donc, après, elle sait le profil. Donc, on a une consultation obligatoire pour le suivi, le parcours. Et après, on peut demander à être vu par cette psychologue du centre PMA qui est spécialisée dans ça. Donc, voilà, il faut rentrer dans le centre PMA Voilà, et c'est après ça. avoir les rendez-vous. Donc, C'est donc que ça soit pris en charge. une dame SOPK qui est célibataire et qui n'est pas dans un parcours de désir de grossesse, elle a pas cette proposition d'office. Du coup, je pensais plus à ces profils-là où ça peut être très difficile aussi. Donc C'est ça. Souad, je te remercie pour ton témoignage sur le SOPK et qui, j'en suis sûre, va en aider plus d'une. Avant de nous quitter, c'est la tradition sur le podcast. Je te laisse le mot de la fin. Ben, je souhaite à toutes ces femmes qui sont atteintes d'être suivies, d'être bien suivies et de bien vivre leur maladie. Mais vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est avoir une meilleure qualité de vie. Ça aide au quotidien et ne pas faire de cette maladie le centre de notre quotidien. Et ça, après, elles le vivront un peu mieux. Voilà.
J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour soutenir le podcast et aider à le faire connaître, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à le noter et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.